Vous êtes nombreux à vous demander comment il se fait que le monde aujourd'hui semble se diviser. Avez-vous l'impression de ne plus reconnaître vos amis, vos proches, vos collègues de travail, finalement, le monde qui vous entoure? Dans cette nouvelle émission, vous allez embarquer dans l'univers de l'ingénierie sociale, ou comment on fabrique votre consentement. J'ai demandé à Philippe Bobola, physicien, biologiste, anthropologue et psychanalyste, de nous embarquer dans un voyage en plusieurs épisodes. Le but du voyage ? Comprendre d'où viennent nos comportements d'aujourd'hui. Votre mode d'emploi, le connaissez-vous ? Le train est prêt à partir et vous emmènera à travers 10 étapes fondamentales à comprendre sur une personne que vous ne connaissez peut-être pas si bien que ça. Vous. Alors les amis, comment vous a-t-on distrait ? Et si, finalement, le monde était sous hypnose ? Bienvenue dans l'ingénierie sociale. Septième point. Encourager le peuple à se maintenir dans la bêtise et l'ignorance. En se spécialisant, on ne relie pas les choses les unes aux autres. Chacun est devenu excellent dans son domaine, mais n'a pas d'analyse pluridisciplinaire générale. À force de connaître tout sur rien, on finit par connaître rien sur tout. Plutôt pratique, non ? Demandez à un ami ce qu'il pense de sa vie actuelle. Il vous répondra sûrement « Je ne sais pas, je ne suis pas médecin ». Alors, on éteint petit à petit l'esprit critique. Le besoin de donner du sens et d'oser questionner et remettre en perspective. Bonjour les amis, bienvenue dans cette 7e capsule sur les 10 points. Bonjour Philippe Bobola. Bonjour Emma, bonjour à tous nos auditeurs. Bon, c'est devenu la routine en fait, hein, Philippe, entre vous et moi. Oui. Alors, les amis qui nous rejoignaient en cours de route avec Philippe, on a une émission hebdomadaire qui reprend les 10 points d'une fameuse conférence de Philippe qui date du 15 octobre 2020, qui reprend évidemment un thème qui me passionne, la fabrique du consentement. Comment on en est arrivé là ? On parle de beaucoup de personnes dans nos capsules, Philippe. On parle d'Edouard Bernays, évidemment, de psychologie des masses, Noam Chomsky. Enfin bon, de toute façon, on ne peut pas faire la liste tellement elle est longue. Et puis, vous avez peut-être vu, si ce n'est pas fait, allez la voir aussi, cette vidéo de 19 minutes que nous avons faite avec Pascal, qui est inspiré de la conférence de Philippe Bobola, sur ces 10 points, en fait. Comment on arrive à cette ingénierie sociale. Alors, c'est un mot maintenant, en 2020, beaucoup de personnes en ont entendu parler. C'est vrai que, comme vous nous disiez justement, gouverner, c'est anticiper. Et beaucoup de personnes se rendent compte maintenant, oh là là, mais j'ai un train de retard. Je découvre à quel point on vit dans le monde des bisounours depuis qu'on est petit. Et puis, on va dire en coulisses, on s'occupe bien de nous parce que nous, on ne nous a pas appris à savoir comment notre cerveau fonctionne et comment, au-delà de ça, tout peut se mettre en place avec un système bien rodé sur de très longues périodes pour en arriver là. Comment ça se fait ? Alors Philippe, on va aller tout de suite dans le vif du sujet avec ce 7e point qui s'appelle « Se maintenir dans la bêtise et l'ignorance ». Qu'est-ce que ça veut dire en fait concrètement pour les gens ? C'est pas une insulte, c'est que finalement, ce qu'on voit, c'est que notre éducation, notre pédagogie ne nous a pas permis d'avoir du discernement. Et donc, il y a une espèce de compétition entre le gouvernement qui, lui, anticipe et puis la culture qu'on nous a donnée, où il y a de moins en moins de références au passé. Et comme le monde va de plus en plus vite, on dit qu'on voit le diable dans le détail, mais on le voit aussi dans la vitesse. Finalement, on est un instant et éternellement instant. Et on a du mal à anticiper, d'où l'avantage que peuvent avoir les gouvernements et le gouvernement profond, c'est d'anticiper pour nous des choses qu'on n'aurait pas l'habitude de percevoir à travers notre culture. Alors, il y a de moins en moins de culture historique, il y a de moins en moins de culture politique. On a même un petit peu détourné les jeunes générations de la politique. À une époque, on disait, si tu t'intéresses pas à la politique, c'est la politique qui s'intéresse à toi.
Et puis, comme le monde va de plus en plus vite, eh bien, on est coupé du futur d'une certaine façon. On n'a pas le temps d'anticiper, on navigue à vue, et ça fait de nous des proies fragiles. Là-dessus vient s'ajouter le système d'éducation qui a surtout insisté sur l'analyse et non pas sur la vision globale. Actuellement, je travaille avec un ami et collègue sur une éco-conscience, c'est-à-dire une conscience écologique. Qu'est-ce que c'est qu'une conscience écologique? C'est une conscience qui est animée par une volonté de reliance. Vous voyez, quand vous faites des études, c'est comme un tri de spécialisation, quoi. À peine vous rentrez à l'école primaire, bah, on essaye de voir si vous êtes plutôt scientifique ou littéraire. Après, au collège, bah, c'est là où il y a un grand carrefour. À mon époque, c'était en troisième, maintenant c'est en seconde. Vous allez passer un bac scientifique ou un bac plutôt littéraire ou économique, puis après, vous allez faire des études, et au fur et à mesure, il y a un entonnoir. Alors, c'est très habile, parce que finalement, des gens qui avaient des capacités finissent par ne plus avoir cet esprit critique, parce qu'ils ont été trop mis dans l'analyse. Alors, Georges Bernard Shaw, cet écrivain plein d'humour, nous dit... en définissant le spécialiste, à force de connaître tout sur rien, on finit par connaître rien sur tout. C'est-à-dire qu'on a des diplômés de l'ignorance. Alors, c'est un peu choquant pour certains, mais moi, je me déclare multiple diplômé de l'ignorance, c'est-à-dire qu'on m'a donné des outils qui, si j'avais pas fait l'effort d'aller regarder ailleurs, m'auraient rendu compétent dans ma première vie en physique théorique, mais incompétent en biologie, en médecine, en psychologie, et donc facilement manipulable. Et puis, vice-versa, si j'avais été que biologiste sans avoir été physicien, ben peut-être j'aurais un autre regard sur le vivant. Et là aussi, j'aurais restreint ma capacité d'analyse. L'anthropologie, ben, ça, c'est très intéressant parce qu'on peut regarder les autres civilisations et faire de la civilisation comparée. Et l'université s'est beaucoup méfiée de l'anthropologie à tel point qu'elle l'a fait rentrer dans la sociologie. Si on réfléchit, l'anthropologie, c'est la sociologie générale. Ça a pour ambition, c'est très ambitieux, de comprendre l'homme avec un grand H, alors que la sociologie, c'est l'anthropologie des villes. Alors maintenant, l'université pousse vers une sorte de sociologie du travail ou d'anthropologie des villes, en considérant que les civilisations traditionnelles sont en train de disparaître, les peuples premiers, donc on n'a plus vraiment besoin d'anthropologues, comme on n'a plus besoin d'égyptologues et comme on n'a plus besoin de paléontologues. Donc, des outils qui auraient pu donner des armes pour analyser la situation sont éliminés. Alors avec ce même copain qui a amené à faire des cours sur l'environnement à des ingénieurs, il s'est rendu compte que des gens qui avaient une formation hyper analytique n'ont pas les outils pour comprendre une pensée globale. Et la pensée globale, en France, il y a un illustre représentant qui s'appelle Edgar Morin, il appelle ça la pensée complexe. La pensée complexe est une pensée de reliance qui essaye de reconnecter tout ce qui a été disjoint, séparé, morcelé, mis dans des cases, des tris, etc., de façon à donner une vision globale. Et alors, d'où le paradoxe des gens qui, au départ, avaient des capacités intellectuelles, mais avec l'imprimature de l'esprit analytique, sont pas capables de comprendre le monde dans sa globalité et la crise dans sa globalité. Vous voyez, par exemple, les journalistes donnent des faits, mais ce qui serait intéressant, c'est de voir la conséquence d'un fait. C'est ce qu'on appelle l'écologie des faits. Pourquoi, par exemple, le fait de faire un confinement a des conséquences qui vont bien au-delà de préserver nos petites vies. Selon le gouvernement, c'est une crise économique, c'est un remaniement géopolitique, c'est un grand reset. Et donc, évidemment, c'est une orientation considérable pour le monde entier. Et les gens, comme on les a habitués à voir les choses de façon pédestre et séparée, ils se rendent pas compte que le confinement a pour peut-être objectif d'amener une crise économique, faire un reset. À partir de là, quand il y a crise économique, il y a réorientation. Et comme ceux qui proposent le grand reset sont capables d'anticiper, pas nous, on a toujours un train de retard. Dites-moi, Philippe, selon vous, quel est l'avantage à avoir une population qui est ultra spécialisée avec, voilà, comme on le disait bien dans la petite partie de la vidéo qui est venue au début de cette capsule, on demande à n'importe qui ce qu'il pense de la situation actuelle. Ah bah, je sais pas, je suis pas médecin et même entre médecins,
ils se lancent des pierres parmi en disant oui, mais toi, t'es pas virologue, toi, t'es pas spécialiste des épidémies, toi, t'es pas ceci, cela, t'es pas ultra spécialisé. Enfin, à la limite, j'ai envie de dire, un médecin généraliste qui se prononce maintenant sur la crise, il se fait taper dessus par les autres. Finalement, à quoi ça sert d'avoir des gens qui sont ultra spécialisés, on va dire, pour ceux qui prennent les vraies décisions au-dessus? Ben justement, ceux qui prennent les vraies décisions ont une pensée globale. Et le fait d'avoir des gens spécialisés, ça rend les gens soumis de façon librement consentie, parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont été sélectionnés pour leur capacité, leur intelligence, mais cette intelligence qui s'exprime dans leur métier, hein, moi je connais des ingénieurs très compétents dans leur domaine, ben, les rend inaptes à analyser le monde. D'où ce paradoxe que beaucoup de gens ont vu. L'autodidacte, lui, qui est animé par une curiosité, a peut-être plus étendu son champ d'investigation, alors que le spécialiste, lui, il est déjà découragé parce que le raisonnement est le suivant. Si moi, j'ai passé 8 ans pour passer mon doctorat et que ça fait 10 ou 15 ans que je fais de la recherche et j'ai du mal même à suivre l'évolution de ma discipline, comment je pourrais suivre l'évolution de l'économie, de la sociologie, etc. Et donc, on n'a pas une vision globale. On pourrait très bien envisager qu'après le baccalauréat, avant de se spécialiser, les gens aient une année où on leur enseigne une vision globale du monde, ce que j'appelle l'esprit de la discipline. On en avait déjà parlé entre nous. C'est-à-dire que, par exemple, plutôt que d'enseigner la chimie que les gens vont rapidement oublier parce qu'ils ne deviennent pas chimistes, on pourrait enseigner l'alimentation avec la chimie. Vous voyez, à ce moment-là, plutôt que d'avoir des choses qu'on apprend par cœur, moi je me souviens, j'avais un professeur au lycée qui était agrégé de physique, donc la chimie, il avait présenté comme ça, la chimie c'est chiant, faut apprendre par cœur, et si vous apprenez par cœur, vous avez la possibilité d'avoir une bonne note. Donc vous partez en terminant en disant, oh là là, la chimie c'est des choses rébarbatives, faut apprendre par cœur. Et si par exemple on nous avait dit, voyez, vous mangez, vous avez des acides gras insaturés, polyinsaturés, regardez ce que ça fait dans votre corps, vous êtes immédiatement intéressé. Parce que chaque jour, vous mangez et chaque jour, vous révisez votre cours de chimie. On pourrait très bien envisager, par exemple, pour les enfants, ils sortent dans la nature, on les fait dessiner plantes, arbres, on leur fait exprimer leurs émotions, donc ça travaille leur capacité à mettre en mots, puis après on leur explique la physiologie de l'arbre, et tout ça est relié. Vous voyez, vous avez à la fois la sensation artistique, l'émotion que vous pouvez éprouver devant la nature, et puis la compréhension de ce qu'est un arbre. Ça serait beaucoup plus constructif pour les jeunes générations. Il y a d'ailleurs beaucoup d'écoles qui reviennent. On a l'école Montessori, l'école Steiner, et en Colombie-Britannique, il y a l'école des loups. C'est-à-dire qu'on met les enfants dans la nature et on leur enseigne la nature d'une façon particulière où ils vont découvrir, développer leur intuition. Vous voyez, on leur fait toucher les yeux bandés un arbre, et puis après, on les amène à 800, 1 km, on leur demande de retrouver l'arbre. Et donc, ils développent un sens beaucoup plus aigu de la nature, et plus tard, on constate qu'ils sont beaucoup plus stables, beaucoup plus construits, quelle que soit la profession dans laquelle ils vont s'orienter. De même, on devrait apprendre dès le plus jeune âge la gestion des émotions, parce que tout ce qui est de l'ordre de l'émotionnel, tout ce qui est de l'ordre de l'hyperanalyse, vous faites de vous des proies qui sont facilement manipulables si vous en rendez pas compte. Et vous êtes dans un paradoxe, vous êtes dans une soumission librement consentie, et c'est la pire des prisons parce que vous ignorez que vous êtes en prison mentale. Alors là, je saute sur l'occasion, hein. Merci pour la perche, Philippe. Cette histoire de gérer ses émotions, ça va probablement faire appel à des notions que vous avez déjà évoquées dans les capsules précédentes, mais tout le monde ne s'en souvient pas et tout le monde ne les a peut-être pas vues. Est-ce que vous pourriez nous donner un ou deux exemples du problème, justement, de ne pas avoir appris à gérer ses émotions quand on arrive adulte, mis en situation avec cette crise depuis 2020, avec les médias, les messages, culpabilisation, etc. Donnez-nous des exemples pour qu'on comprenne bien. Par exemple, si vous avez jamais vraiment géré votre stress,
vous vivez avec votre stress. Votre stress est devenu constitutif. Donc, au bout d'un moment, le stress, il fait des dégâts sur votre corps, mais surtout, ça vous fait fonctionner sur un mode cérébral particulier. Ça m'amène un petit peu à replacer le cerveau. On n'avait pas abordé cette vision. Le cerveau, c'est comme une fusée à 3 étages. C'est ainsi que MacLean, un médecin en 69, a défini le cerveau triunique. Donc, nous avons un premier cerveau qui est apparu il y a à peu près 400 millions d'années. On dit qu'il est apparu avec la sortie des poissons qui sont devenus des amphibiens. Ça correspond au tronc cérébral. C'est au haut de la colonne vertébrale. Et ce cerveau, il est dit archaïque, encore appelé cerveau reptilien. Lui, son obsession, c'est la survie. Donc, pour survivre, il faut manger, il faut boire, il faut dormir, il faut être protégé. Et puis, il y a toujours le programme de survie de l'individu et de l'espèce. Donc, le cerveau reptilien, il assure l'homéostasie, c'est-à-dire l'ensemble des processus qui permettent de contrôler les valeurs de notre corps. Votre corps est à 37, la température passe à 41, vous allez transpirer. Donc, la transpiration qui est associée à une vasodilatation a pour but de faire descendre la température pour la ramener à 37. Évidemment, si ça ne marche pas, c'est que vous avez une infection et ça, c'est autre chose. Mais le corps est en alerte. Et puis, si vous chutez à 36, vous allez frissonner, contraction musculaire. Vous allez avoir, au contraire, une vasoconstriction de façon à conserver la chaleur et la chaleur de votre corps va remonter. Alors, l'homéostasie, c'est elle qui règle notre rythme cardiaque, notre tension artérielle, la température de notre corps, notre respiration, les échanges liquidiens, gazeux, ioniques. Ensuite, fonction exercée par le cerveau reptilien, il assure notre instinct de conservation, il assure la satisfaction des besoins primordiaux ou primitifs, manger, dormir, la reproduction pour la pérennité de l'espèce. Il est le gardien des réflexes innés, c'est lui qui vous fait bondir si vous voyez un serpent. Peut-être jamais vous avez vu un serpent, mais c'est inscrit en nous. Et puis enfin, il est responsable de notre instinct de survie. Alors, le cerveau reptilien, c'est lui qui est responsable, ça va vous parler, de la haine, de l'hostilité, de la peur vis-à-vis des gens qui ne sont pas du même groupe d'appartenance que nous. C'est lui qui est responsable de la territorialité, c'est-à-dire chaque individu a besoin d'un territoire qu'il va défendre, y compris son territoire disciplinaire, vous voyez. C'est ma discipline, c'est pas celle de l'autre, hein, voilà. C'est lui qui accepte les hiérarchies sociales et qui accepte ou qui fait confiance au leader. Voilà. Ensuite est apparu il y a 65 millions d'années, donc vous voyez, il a fallu 335 millions d'années pour qu'un deuxième cerveau vienne s'ajouter au premier, qu'on appelle le paléocortex, ou encore appelé cerveau limbique. Lui, il va être impliqué dans le stress, c'est lui qui est stimulé en ce moment. Il est également impliqué dans l'émotion et l'affectivité et certains réflexes primordiaux. Et enfin, est apparu il y a à peu près 6 millions d'années, hein, on a des chiffres approximatifs, un dernier cerveau qu'on appelle le néocortex, qui lui est responsable de l'abstraction. Alors, quand un cerveau reptilien est confronté à une situation qu'il interprète comme pouvant mettre en péril sa vie, il est obsédé. S'il revoit la même situation, il va paniquer. Donc, il faut habituer le cerveau à revivre la même situation, le replonger dans la même situation pour qu'il puisse s'adapter à une situation nouvelle qui ne lui rappelle pas le traumatisme qu'il a subi. Et le cerveau reptilien, il n'a pas une capacité d'adaptation. Il faut le replonger. Vous voyez, si vous avez, par exemple, connu un accident de métro, dès que vous voulez prendre le métro, vous paniquez. Mais si on arrive à vous faire reprendre le métro, vous rééduquez le cerveau reptilien en disant, le métro, oui, il peut y avoir un accident, mais tu peux reprendre le métro sans mettre ta vie en péril. Alors, le cerveau reptilien, actuellement, est vraiment stimulé et il prend le contrôle du cerveau limbique et du néocortex. D'où le paradoxe qui a été pointé du doigt par de nombreux scientifiques, c'est-à-dire que l'homme est capable de grandes choses, individuellement, mais collectivement, on a l'impression qu'on est abaissé vers le bas. C'est la psychologie de foule de Gustave Le Bon, parce qu'effectivement, dans un certain contexte, le cerveau reptilien étant stimulé, la foule a qu'une obsession, c'est la survie, et elle adopte des comportements archaïques.
Alors, gérer ses émotions, ça permet de mieux se comprendre. Et ce qu'on constate, c'est qu'un adulte est vraiment arrivé à maturité qu'à 40-45 ans, hein. C'est-à-dire que Et encore. le plus difficile pour lui, c'est de comprendre ses émotions, de gérer ses émotions. Il a la capacité de développer son néocortex bien avant son cerveau limbique, et ces émotions peuvent neutraliser son intelligence. D'où ce paradoxe qu'on voit, le cerveau limbique, c'est je survis, donc il faut que je mange. Et comment je peux manger? Je peux manger pour certains parce que j'obéis au gouvernement, et si je suis sage, il me continuera à me donner à manger. On a une projection, comme on a vu, paternaliste sur le gouvernement. Et donc, le gouvernement a la toute-puissance parentale. C'est lui qui vous donne la retraite si vous arrivez à l'âge de la retraite, s'il y en a encore. C'est lui qui vous donne à manger. C'est lui qui est responsable de l'ordre. Il y a des gens qui sont terrorisés à l'idée que le désordre pourrait advenir. Ensuite, vous avez tous les gens qui ont une émotion de base qu'il faudrait travailler. Par exemple, on a 4 émotions fondamentales: la peur, la colère, la tristesse et la joie. Alors, actuellement, il y a des gens, soit c'est la colère, soit c'est la peur, soit c'est la tristesse. Parfois, on a des gens qui sont en jubilation, parce que finalement, c'est comme si on passait l'humanité au rayon X et on voyait tout ce qui va pas. Vous voyez, il y avait un film de John Carpenter, Los Angeles 2010, où en mettant des lunettes, on voyait vraiment la pensée des gens. Donc, on voit l'incompétence pour certains ou la corruption des gouvernements. On voit les peurs que peuvent avoir certains qu'on n'envisageait pas du tout rentrer dans des peurs paniques. On voit nous soi-même les émotions qui dominent. Et donc, savoir quelle émotion est dominante chez moi, essayer de comprendre pourquoi j'ai ça, ça fait partie du travail de construction d'un être humain. Un être humain, ça se construit. Ça se construit pas uniquement intellectuellement, ça se construit aussi émotionnellement. Et ce que j'ai vu à l'université, ce qui m'a amené à créer mon propre enseignement privé, c'est que certes, vous délivrez un diplôme, mais il n'y a pas de développement personnel. Donc, vous pouvez délivrer à des gens des diplômes de haut niveau, mais qui n'ont pas une intelligence émotionnelle, et ça fait des catastrophes. Avec un collègue, il n'y a pas très longtemps, on a fait le bilan. On a formé des gens dans ce qu'on appelait autrefois les DESS, en environnement et communication. Il y a beaucoup de gens qui ont réussi l'examen, mais ils sont du mauvais côté actuellement. Ils ont été récupérés par les multinationales pour avoir un marketing sur le papier, évidemment, qui montre qu'ils ont une conscience écologique. C'est devenu du industriellement correct. On ne peut pas ne pas mettre en avant, même si on ne tient pas dans les faits. Et on s'est dit, finalement, on a sélectionné des gens en toute bonne foi parce qu'ils avaient réussi un examen, mais on n'a pas sélectionné des gens éthiques. Et c'est le gros problème que nous avons actuellement. L'éthique, c'est l'esthétique de l'âme. On a beaucoup de gens qui ont une intelligence analytique, mais qui n'ont pas une intelligence émotionnelle, ou qui n'ont plus du tout d'intelligence émotionnelle. Ils sont froids, ils sont distants. Et vous voyez, en France, on est dans l'obsession d'avoir la sélection des futures élites. Alors, il y a l'école polytechnique, l'école centrale, etc. Alors, une petite anecdote, parce que ces gens, ils ont le coq d'or de l'intelligence, certes, mais est-ce qu'ils ont le coq d'or de l'émotion, et quel type d'intelligence? Ils sont capables de réparer une voiture, mais ils sont pas capables de la conduire. Et finalement, ce dont on a besoin, c'est des gens qui aient une vision de l'avenir, de l'intuition, plus qu'une capacité d'analyse. Comme je dis souvent, quand vous êtes dans un cinéma et que le feu se déclare, c'est pas votre connaissance du calcul différentiel et intégral qui vous fera sortir plus rapidement. Vous voyez, c'est déjà votre cerveau archaïque qui fait que c'est vous qui prenez de l'importance et pas les autres. Il faut un travail sur soi pour arriver à dire, je vais aider les autres. Et donc, tout ça est une immense manipulation, une de plus, fake news. C'est qu'on a détourné les travaux de Charles Darwin, puisque certes, il écrit en 1859 De l'origine des espèces, où il montre que les espèces doivent s'adapter à l'environnement et qu'il y a une sorte de force qui s'impose, qu'il appelle struggle for life, la lutte pour la vie. Mais assez rapidement, influencé par un de ses contemporains, Kropotkin, qui écrira un ouvrage magistral qui s'appelle L'entraide, il va introduire dans sa vision de l'évolution l'entraide. Il va arriver à la conclusion que s'il n'y avait pas eu l'entraide, il n'y aurait pas eu la vie tout court, puisque tous les animaux ont besoin d'entraide, et en particulier les mammifères, qui sont des animaux de groupe, de contact.
Et sans la relation, le contact, eh ben, c'est pas la vie. La vie, c'est le lien entre les choses plus que les choses en elles-mêmes. Alors, bah, on n'a pas une compréhension de nos émotions. Ça appartient à chaque individu. Il le fait ou ne le fait pas. Il y a des gens qui ne ressentent pas l'envie de faire un travail sur eux parce que ils ne perçoivent pas leur mal-être. C'est ça aussi. Hein, voilà, ils ne s'aperçoivent pas que leurs besoins ne sont pas nourris. Et c'est ça qu'il faudrait introduire dans la formation, certes nourrir l'esprit, mais d'une façon globale, dans la pensée complexe, et également amener les gens à mieux gérer leurs émotions. Sinon, effectivement, on a quelque chose de bancal. Et c'est ce qu'on voit actuellement. Philippe, j'aimerais vous poser une question. Ça, ce sera vraiment votre avis. Ma mère me raconte l'autre jour qu'elle se promène en campagne et elle croise le chemin d'un jeune qui devait avoir aux alentours de 12 ans. Donc, début du collège en France, ici on appelle ça le cycle en Suisse. Et le jeune garçon avait un masque. Mm. Et ma mère, un peu surprise de le voir comme ça avec son masque en pleine campagne et son sac à dos, va vers l'adolescent et lui dit: «Mais tu es malade?» Et le jeune lui dit: «Non». Je pense qu'il était surpris de sa question et ma mère lui dit: «Mais pourquoi tu mets un masque?» Et le jeune lui répond: «On ne sait jamais». Ah oui. Comment on en arrive là, Philippe? Ben, je crois que les gens ont peur, donc c'est une angoisse que les gens ont, et ils ont une espèce de gris-gris qui s'appelle le masque. On ne sait jamais, voilà, on n'est jamais trop prudent, on ne sait pas, donc déjà parce qu'on a brouillé les pistes, on ne sait plus si le masque protège ou ne protège plus. Vous voyez, c'est ça la dissonance cognitive, hein, qui est un des éléments forts de l'ingénierie sociale. Et ensuite, une petite anecdote avec une amie, Sylvie Simon, que vous connaissez d'ailleurs, qui a écrit des ouvrages sur la vaccination. On avait Une fait tous les grosse deux. pensée pour elle, hein, vraiment, Voilà. hein. Bah, elle avait compris bien avant les autres. C'est dommage qu'elle soit pas là. Et un jour, on fait une conférence tous les deux, et puis on explique que le garde d'asile ne fonctionnait pas en tant que vaccin. Et on interroge des gens qui venaient d'une école supérieure d'économie. On leur dit, mais alors qu'est-ce que vous faites? Ça marche pas. Ils disent, on se fait vacciner. Et alors, on leur dit, mais ça marche pas. Oui, mais on préfère. C'est-à-dire qu'il y a une telle angoisse qu'on préfère avoir quelque chose qui est de l'ordre du gris-gris. L'objet, vous savez, ce qu'on appelle en psychanalyse l'objet transitionnel, c'est-à-dire le nounours, c'est l'intermédiaire entre le bébé et sa mère. Sa mère n'est pas toujours présente, mais s'il a le nounours imprégné de l'odeur de sa mère, c'est comme s'il avait un substitut de sa mère. Et ça suffit à le désangoisser. Bah, le masque est un objet transitionnel qui met les gens face à une possibilité d'action sur la pandémie. Et donc, on est devant quelque chose qui peut rendre fou. On se dit, mais on sait que le masque ne marche pas, mais les gens vont préférer avoir ce gris-gris plutôt qu'autre chose. Et on était d'accord tous les deux avec Sylvie Simon en se disant, mais c'est incroyable de voir que des gens préfèrent avoir recours à quelque chose qui ne fonctionne pas plutôt que de ne rien faire. C'est vrai que ça me surprend aussi beaucoup de voir autant d'adolescents, dans la rue, à la sortie des écoles, avec le masque sous le menton, autour du cou. On se dit: «Ça devient presque un accessoire de mode». Enfin, moi, je me demande finalement, et aussi ça me pose une question parce que quand on parle de se maintenir dans la bêtise et l'ignorance, forcément, on fait beaucoup référence à l'enseignement et je me dis: «Mais comment ça se fait? Est-ce que c'est nouveau, Philippe, selon vous? Est-ce que c'était mieux avant?» Hem, Par exemple, on voit tous ces étudiants-là, hein, qui sont pour la grande majorité avec le masque sur le nez Mmh. et le téléphone portable. Donc on se demande déjà si on leur avait caché les yeux, peut-être qu'ils se seraient plus révoltés parce qu'ils pourraient pas voir leur écran, je ne sais pas. Ah oui, 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 Est-ce c'est très que juste. c'était mieux avant sans les téléphones portables? Est-ce qu'il y avait un peu plus de jugeote, on peut dire ça comme ça, chez les jeunes, selon vous? Bah, je pense que l'enseignement, la société a fait que les jeunes ont un manque de discernement. Je pense que la crise a fait beaucoup parce que les jeunes générations ont presque comme objectif de s'insérer dans la société, quelle qu'elle soit. Ils n'ont plus l'envie de changer la société. Vous savez, avant, on disait à 20 ans, on veut changer la société, puis à 40 ans, c'est la société qui te change. Mais au moins, il y avait cette première partie où on avait envie de changer les choses. Ça a toujours été comme ça. Et là, on est devant quelque chose de très curieux. Les gens plus âgés
sont presque plus révolutionnaires que la jeune génération. Vous voyez ? Ensuite, je pense qu'on les a mis dans la culpabilité. Donc, ça fait aussi partie du 9e point, remplacer la colère par la culpabilité. On leur a fait croire qu'ils pourraient contaminer leurs parents, leurs grands-parents, ils pourraient être responsables de quelque chose. Et puis, on est rentré dans une espèce de dictature écologique. Donc, vous avez abordé le problème du réchauffement climatique, hein, et donc, dans cet état d'esprit, il est impossible de ne pas avoir une action écologique. Et le masque devient presque une action écologique qui vient s'ajouter à toutes les actions qu'on peut faire pour limiter le réchauffement climatique, à tel point que la pollution s'est généralisée. Un complotiste, par exemple, c'est quelqu'un qui pollue l'espace médiatique. C'est quelqu'un qui pollue la société. Vous voyez, la notion de pollution s'est étendue. On est passé de la pollution au sens chimique du terme, avec des gaz à effet de serre, hein, rejeté par le monde industriel, à quelque chose qui est étendu, la pollution. Alors, il n'y a pas très longtemps, en réfléchissant sur le Moyen-Âge, je me suis dit, on est en pleine scolastique, c'est-à-dire la scolastique qui vient de scola, l'école. C'était le temps pris pour l'étude. Finalement, à un moment donné, on a redécouvert les textes grecs, notamment Aristote. Et entre 800 et 1200, c'est le monde arabe qui a préservé ces textes. Et ensuite, l'Europe chrétienne a redécouvert ces textes, notamment un auteur qui est devenu un auteur clé, Aristote. Il y avait une formule dans la scolastique, c'est Aristote Dixit. Donc la scolastique a réfléchi sur la façon d'enseigner le divin et sur la façon de rendre compatible la pensée grecque païenne avec la chrétienté. Alors une anecdote, André Vessal était un grand anatomiste, hein. Il est né en 1514, il va mourir en 1563, et à l'époque, on ne faisait pas de dissection, on ouvrait un ouvrage d'Aristote et on décrivait ce qu'Aristote nous disait sur les animaux. Et lui, il se dit, mais attendez, il y a une différence entre les animaux et les hommes. Mais à l'époque, si on disait ça, on était condamné, on était considéré comme un hérétique et on pouvait même payer de sa vie. Donc, chez Aristote, qui avait fait des dissections, au niveau des pièces du sternum, il y avait 7 pièces, et André Vessal en trouve 3. Le manubrium, l'os xyloïde et le corps sternal. Et il dit, il y a 3 et non pas 7. Et il y avait un dénommé Dubois, Silvius, Jacques Dubois, Jacques Silvius, Silvius c'est bois en latin, qui l'a condamné en disant, vous contredisez le grand Aristote. C'est pas possible qu'Aristote ait tort. Donc, on est en pleine scolastique. Par exemple, Homes Dixit, Castex Dixit. Et à chaque fois, on a des arguments d'autorité, comme il y avait, avec, vous remplacez complotiste par hérétique. Vous avez des tribunaux qui ressemblent à l'Inquisition. Et le citoyen doit obéir sous peine d'être condamné ou d'avoir l'étiquette de complotiste. Donc, on est en pleine scolastique. Et c'est assez amusant d'ailleurs de regarder que la première mondialisation, elle commence avec l'Empire romain, et la deuxième, c'est l'Europe chrétienne, puisque cette Europe avait une langue unique, c'est pas l'anglais ou l'américain, mais c'était le latin, et puis il y avait ces arguments d'autorité où on ne pouvait pas avoir une libre pensée, ce qui fait que les universités, quand elles se sont créées, c'est ça qui est intéressant, il commence à se faire la même chose sur le net, eh bien, ils étaient dans l'obligation d'obéir à la théologie. Et donc, le Collège de France va se créer. Il va se créer en 1530, et le but du Collège de France, c'était d'amener des universitaires au début à relire des textes que la chrétienté avait écartés, notamment en grec, en latin et en hébreu. Et il y avait une petite clause que François Ier, parce que c'est sous François Ier que le Collège de France a été créé, c'est que l'enseignant devait faire chaque année un cours différent dans une discipline donnée, ce qui évitait les cours à la Sorbonne où en permanence on répétait année après année les dogmes théologiques. C'est exactement ce qu'on voit. Regardez, les médias mainstream répètent à l'infini, et puis vous avez une sorte de contre-pouvoir du savoir. Comme le Collège de France a été créé en 1530, c'est les médias alternatifs où on a un autre discours. De même, à l'époque, si on n'avait pas accès au latin, on ne pouvait rien comprendre. Tout se faisait en latin. Donc, à un moment donné, les gens ont commencé à dire, mais si les gens ne comprennent pas le latin, il faudra bien, à un moment donné, qu'on passe au français,
le vieux français, et c'est comme ça que le discours de la méthode de Descartes a été un des premiers ouvrages, a été écrit en français, ce qui permettait à des gens qui n'étaient pas à l'intelligence d'avoir accès au savoir. Alors maintenant, on a remplacé le latin par des termes très compliqués, les termes médicaux qui sont techniques. Là, c'est vrai qu'on parle souvent d'université dans ces cas-là, de spécialisation, mais j'ai un corps de métier qui me vient à l'esprit dont on parle très peu, c'est la police. Et au départ, la police, l'armée sont quand même, censés être, les gardiens de la protection du peuple, hein. Ce qu'on ne rappelle pas vraiment souvent, en fait, hein, parce qu'on a quand même que des images, médiatiques de répression. Mais comment ça se fait selon vous, Philippe, que là aussi dans, les corps de métier, que ce soit dans les hiérarchies de police, on ne remette pas plus en question ce qui se passe? Est-ce qu'il y a aussi de l'ignorance? Est-ce que c'est selon vous, comment ça se fait? Comment vous expliquez ça? Bah, alors déjà, avant de répondre à la question, en France, on a miné la notion de patriote. Le général de Gaulle disait le patriote aime son pays, le nationaliste déteste les autres pays. Ça n'a rien à voir. Donc maintenant, patriote, c'est être du Front National, et vous avez les patriotes de Philippot. Voilà. Et, vous voyez, dans la notion de patriote, il y a la notion de frontière, c'est l'extrême droite, c'est une vision en noir et blanc, avoir des frontières, se séparer des autres, etc. Je pense que dans tout corps professionnel, il y a eu une espèce de formatage et que finalement, la police devrait réfléchir parce que j'ai beaucoup de respect pour la police, puisqu'elle est là pour mettre l'ordre et défendre l'identité nationale, mais ils sont amenés à obéir et je pense que j'ai un copain qui a demandé, puis moi-même j'ai demandé, ils ont peur de perdre leur boulot. Mais en fin de compte, si tout le monde a ce raisonnement, on va tous sombrer dans le grand reset et on va avoir un revenu universel. Et là, on inverse complètement les choses parce qu'on a oublié une chose, c'est que les gouvernements sont payés par nos impôts. Donc, ils sont nos employés. À partir du moment où on inverse la proposition et que vous êtes soumis au revenu universel, vous devenez l'employé de l'État avec des contraintes et tout ce qui s'en suit. Donc, finalement, chacun, en essayant de s'auto-conserver, parce que c'est le cerveau reptilien, bah, finit par cautionner un système qui va balayer tout le monde. Et donc, la police, les gendarmes devraient réfléchir, parce qu'à un moment donné, si un gouvernement n'est plus là pour protéger son peuple, bah, est-ce qu'il faut obéir à un gouvernement? Quand vous dites qu'il y a cette peur de ne pas perdre son travail, effectivement, ça fait appel à tous les crédits. On vit tous à crédit, la maison, tout le tralala. Quel est le cerveau qui prédomine? Parce que moi, quand j'entends ça, je comprends, mais j'ai envie de dire quand même dans la grande majorité, des policiers, ils sont quand même aussi pères et mères de famille. C'est Comment bien. ça se fait qu'on ne se pose pas la question de ce qu'on laisse à nos enfants? On parle beaucoup d'environnement, trier ses déchets pour laisser un monde, propre à ses enfants, mais aussi, ma question c'est finalement, quel est, comment ça se fait au niveau du cerveau? Heu, Comment est-il possible qu'on efface complètement la notion de vision à long terme? Parce que ces gens-là pensent juste à leur boulot, mais est-ce qu'ils pensent pas à l'avenir de leurs enfants? Comment Ben, ça peut se passer? Justement ben, anticiper. c'est ce qu'on a vu. On a vu que le cerveau reptilien, c'est lui qui accepte les hiérarchies sociales. Donc voilà, donc la police, les militaires, etc., c'est quand même obéir. Donc il y a une hiérarchie. Je pense que on pourrait dire la même chose pour les commerçants. Là aussi, j'ai rien contre les commerçants. Ils veulent sauver leur affaire, c'est tout à fait compréhensible et justifiable. Mais il raisonne à courte durée, c'est-à-dire en voulant survivre. Vous voyez, c'est comme si on est dans une espèce de survie, tellement en survie. Jusque ce mois-ci, ça va. Jusque ce mois-ci, ça va. Jusque ce mois-ci, ça va. C'est un petit peu comme l'histoire qu'on raconte de quelqu'un qui chute d'un toit et il commande sa chute en disant jusqu'ici, ça va, jusqu'ici, ça va. Puis à un moment donné, il tombe et il s'écrase et il meurt. Donc voilà, j'ai l'impression que les gens raisonnent à courte durée. Ils sont pas du tout en mesure parce que le cerveau reptilien est en alerte permanence, la survie, perdre son travail, assurer le revenu pour la famille, les études des enfants, les crédits, etc. Donc c'est aussi une ruse que les forces financières ont mis dans beaucoup de pays, c'est-à-dire les dettes, c'est-à-dire vous pouvez plus
faire grève parce que effectivement, si vous êtes plus payé, bah, vous avez la menace de perdre votre appartement payé à crédit. Donc voilà, aux États-Unis, je crois que le chiffre est énorme, hein. C'est une culture du crédit. Je crois au moins 95% des Américains ont un crédit en cours, hein. Ils vivent en crédit, éternellement crédit. Et donc, quand vous êtes à crédit, bah, vous avez une contrainte du gouvernement. En fin de compte, on a complètement inversé, c'est-à-dire que les peuples, enfin, les gouvernements devraient avoir peur de leur peuple et non pas les peuples de leur gouvernement. Et on a complètement inversé. On se laisse manipuler par des gens qui, visiblement, alors quelle que soit la thèse qu'on développe, ce qui est intéressant, ce que je propose aux gens, parce qu'on dit oui, il est complotiste, etc. Mais est-ce qu'il y a une explication qui donne autant de justification aux faits qu'on vit? Vous voyez, si on commence à dire, bah, finalement, c'est la faillite des élites, oui, mais l'incompétence, ça ne devrait pas avoir une direction unique. Si vous avez une direction unique, ça veut dire que c'est une incompétence orientée. Il est difficile de ne pas y percevoir un plan. Donc, je pense que en ayant cette espèce de vision à courte durée et en se voilant les œillères, en disant j'ai peur qu'il y ait un complot parce que je peux rien faire, etc. Et ben chacun a l'impression de faire ce qu'il doit faire pour nourrir son cerveau reptilien ou son cerveau limbique, parce qu'il y a beaucoup de peurs, d'émotions qui viennent s'ajouter à la survie. Et puis effectivement, le néocortex est mis en échec parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir une vision globale. Et peut-être certains avaient déjà réfléchi au sujet, ce qui les a sauvés de ne pas être pris dans le choc émotionnel. C'est ça la stratégie du choc. Du jour au lendemain, vous vous réveillez, il peut y avoir un coup d'État, une crise économique, une pandémie, et là, votre néocortex est pris en otage par votre cerveau reptilien et votre cerveau limbique. Et là, vous n'avez plus du tout la capacité d'anticipation, parce que c'est le néocortex qui anticipe. Et si vous n'anticipez plus, bah, vous naviguez à vue, ce qui fait que vous essayez en permanence euh, de survivre à courte durée. Et donc les commerçants, bah, ils ont des aides jusqu'à un moment donné, on devra cesser les aides. Et donc à ce moment-là, la France va être mise en faillite comme beaucoup de pays. Donc c'est pas la solution. Ils pourraient réouvrir plutôt que d'être assistés, parce que l'assistanat aura sa limite. Alors justement, est-ce que c'est le même processus qui se passe puisque vous parlez régulièrement du Great Reset euh, dans le livre de Klaus Schwab, il le dit bon, en même temps, c'est hyper logique, c'est-à-dire que tous les... Donc c'est un livre qui est paru en juillet 2020. On en parle beaucoup maintenant, mais finalement, on prend l'exemple des restaurants puisque vous en parlez. Évidemment, bah, le pas de porte, enfin la valeur, alors je ne sais pas comment on appelle ça en France, en Suisse on appelle ça un pas de porte, c'est-à-dire quand on veut remettre son commerce, la valeur du commerce, donc c'est en fonction du bail qui reste, le chiffre d'affaires, Bien etc. sûr, bien sûr. Bon, ça vaudra plus un rond. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être le Disneyland immobilier, comme je l'appelle, et les grandes chaînes de fast-food vont pouvoir allègrement aller se faire Là, il la y a, razzia. oui, bien sûr, une baisse de l'immobilier, donc ça vaudra plus rien. Donc au bout d'un moment, effectivement, la France se destine à devenir un pays à touristes, quoi. C'est ça. Donc là, c'est le même processus en fait. C'est-à-dire que les personnes qui sont encore dans ce manque de vision à long terme sont complètement prises en otage. Le néocortex affiche le camp, c'est ça. Ben oui, parce que quand on leur donne une aide financière, leur cerveau reptilien est calmé jusqu'à la prochaine mensualité où l'État interviendra. Et puis, d'un point de vue émotionnel, bah, ils sont quand même plus rassurés, même s'ils sont encore angoissés et stressés. Mais le fait d'avoir une espèce d'assistanat financière, c'est très habile. Vous voyez ce que je veux dire? S'il n'y avait pas eu cet assistanat, bah, peut-être qu'ils se seraient levés, ils auraient décidé de réouvrir. Le fait qu'il y ait un assistanat qui va avoir une durée limitée, bah, ça nous amène vers le grand reset. Bah, vous voyez, on avait parlé d'Ewen Cameron. Lui, en tant que psychiatre, il voulait formater l'esprit d'un individu qui avait peut-être une schizophrénie ou des psychoses hallucinatoires. Donc, il fallait annuler la mémoire, la personnalité de cet individu pour reconstruire une autre personnalité. Et de là, on est passé à des manipulations de la CIA. Ben, c'est la même chose. Si vous voulez installer un nouvel ordre économique, il faut bien enlever le précédent. Order ab chaos, c'est-à-dire un nouvel ordre sort du chaos. Donc, c'est assez facile à comprendre que le but de toutes
ces manipulations, c'est vraiment amener une crise économique géante qui amène les gens à devoir accepter le revenu universel. À partir de là, il y aura des contraintes. Et donc, la pandémie n'a que ce but. D'ailleurs, c'est ce qu'avait annoncé Arruda à un moment donné, l'équivalent de notre Véran national, qui disait que finalement, il s'en foutait et on n'est plus dans une pensée scientifique vis-à-vis ou médicale vis-à-vis du SARS-CoV-2, mais plutôt dans une vision politique. Et le but, c'est pour notre bien. Mais vous savez, toutes les dictatures ont toujours œuvré pour notre bien. Notre bien, c'est qu'on ait un grand reset. C'est beaucoup mieux pour tout le monde. Puis ça serait plus juste. Vous voyez ce que je veux dire? On est dans une espèce de vision d'un État providentiel de type socialiste. Alors maintenant, on parle aussi effectivement d'école avec, ce sujet aujourd'hui dans cette septième capsule. Il y a un certain nombre de jeunes qui ne vont plus à l'école, donc aux alentours de l'adolescence, on va dire, jeune adolescence ou un petit peu plus jeune. On va déjà prendre cet Mmh. âge-là. Selon vous, vu que ces jeunes se retrouvent à la maison, quel serait le programme idéal, on va dire, pour inverser la machine? Parce que j'ai des parents qui m'ont écrit en me disant: «Oh là là, bon, bah, voilà, même avec un certificat médical maintenant, en tout cas en Suisse, c'est complètement égal. Le département de l'instruction publique, renvoie les enfants à la maison. Donc ça aussi, c'est une grande première, hein, on voit des articles dans les journaux. Ils, ne veulent pas mettre le masque, ils sont, exclus de l'école alors qu'ils ne peuvent pas mettre de masque. Ça aussi, c'est un autre scandale, hein, comment la presse manipule les faits et continue de raconter des fake news, puisque là, on parle quand même d'un avis médical. Enfin, ces enfants se retrouvent à la maison. Selon vous, qu'est-ce qu'on pourrait leur conseiller, pour aiguiser justement leur sens critique? Qu'est-ce que vous feriez vous, si vous étiez un parent aujourd'hui d'un élève qui se retrouve là à la maison? Eh ben, alors évidemment, c'est délicat pour les parents parce qu'ils ont aussi une activité, ils ont le télétravail. Il faut dégager du temps, mais l'enfant, je pense ça serait intéressant d'une part, de le rassurer, puisqu'on leur met un masque sans trop leur expliquer, on leur dit que c'est pour leur bien, et surtout, on les habitue à vivre avec le masque, hein. Voilà. Alors moi, je dirais, il faut trop éviter de les mettre trop devant Internet, parce qu'on sait que ça perturbe le développement du cerveau, hein, quand on a des petits. Il faudrait peut-être, à un moment donné, leur donner une éducation plus artistique, qui serait une sorte de préparation à ce qu'ils pourraient étudier par la suite. Il faudrait aussi qu'on crée par Internet, c'est la résistance, hein, des programmes qui permettraient aux enfants d'apprendre des choses utiles, hein. Qu'est-ce qui est utile à un enfant? Déjà, qu'on lui apprenne que c'est pas la norme de vivre avec un masque, puisque ce qui risque de se passer, c'est que les jeunes enfants avec un masque vont partir dans la vie adulte avec l'idée que le masque, c'est la référence. Je sors, je prends mon masque. Vous voyez, c'est des arcs réflexes. En fin de compte, l'être humain, il est facile de le programmer avec des arcs réflexes. On connaît ça depuis Pavlov, les conditionnements à la Skinner. Et les enfants sont particulièrement sensibles à cette programmation en termes d'arcs réflexes. Alors ça, c'est une bonne question. Il faudrait, par exemple, leur apprendre à utiliser Internet. Il faudrait leur apprendre à ne pas passer sans structuration d'un sujet à l'autre. Vous voyez, la pensée complexe, c'est bien, mais il faut à un moment donné qu'il y ait un noyau dur. C'est précisément ce que l'école ne fait pas. En fin de compte, chaque petit foyer peut devenir une sorte de collège de France où on enseigne différemment ce qui paraît utile pour les enfants. On voit beaucoup d'enfants qui arrivent en sachant pas lire. On a encore la méthode, vous savez, il y a deux façons d'apprendre à lire. La méthode globale, où plutôt que d'apprendre à décomposer les syllabes, on montre un objet, l'orange, et puis après on dit en l'enfant c'est l'orange. On sait qu'avec le temps, ça donne des enfants qui seront dysorthographiques, parce que c'est pas la bonne façon. Les enfants qui apprennent à lire spontanément sans qu'un adulte leur ait appris, ils ont compris la décomposition. BA, ça fait bas, etc. Donc, ça serait bien, par exemple, pour les parents, de vérifier qu'ils ne sont pas soumis à la méthode dite semi-globale, qui, dans les faits, est toujours la méthode globale.
C'est incroyable de voir qu'il y a eu des tas de publications de psychologues, de neuroscientifiques, et on est toujours dans la méthode globale qui a été appliquée dans les années 60. Avant, les gens avaient beaucoup plus de structuration du langage, et tout le monde sait que le langage structuré est la porte ouverte à une pensée structurée. Dans les banlieues, on a fait une étude, il y a à peu près 300 mots pour décrire le monde. Donc forcément, quand vous avez un vocabulaire pauvre, bah, c'est souvent la violence à laquelle vous avez recours. Donc moi, je dirais aux parents, bah, reprenez l'éducation de vos enfants, assurez-vous qu'ils maîtrisent bien la lecture, reprenez les ouvrages pédagogiques, abandonnez la méthode globale ou semi-globale qui les amène tout droit vers la dysorthographie, limitez le temps devant la télé ou devant l'ordinateur, retrouvez le temps de leur lire des histoires, et puis laissez-les parler et exprimer leur peur. Et on pourrait aller plus loin, mais alors là, il faudrait s'organiser. Moi, j'ai fait beaucoup de psychodrames avec une collègue qui s'appelle Anna Kende, qui a 95 ans d'ailleurs, peut-être qu'elle m'écoute, je lui rends hommage, elle est toujours en forme. Et donc l'enfant, quand il ne peut pas trouver ses solutions parce qu'il n'a pas accès à l'abstraction, c'est ce qu'avait compris Moreno, Jacob Lévy Moreno, le père du psychodrame, ben, il va jouer, il va utiliser son pouvoir créateur et il va trouver dans son jeu ses propres solutions. Donc il y a beaucoup d'enfants qui vont être traumatisés. Moi, je pense que l'action numéro 1, c'est de diminuer, voire supprimer le traumatisme de ces enfants. On ne se rend pas compte que ces enfants sont traumatisés. C'est des traumatismes violents. Donc il faudrait faire des psychodrames. On peut en faire à partir de 6-7 ans, par exemple, faire des psychodrames. Il faudrait s'organiser pour que des spécialistes des psychodrames puissent intervenir, ou même faire des petites vidéos, expliquer aux parents comment ils pourraient faire avec leurs enfants des psychodrames, de façon à ce que l'enfant puisse exprimer par le jeu son traumatisme et s'en libérer. Et il faut leur donner la parole, parce que finalement, ils sont pris en otage. Donc faites parler les enfants, et écoutez-les, parlez de leur traumatisme, faites en sorte que effectivement le temps soit accordé à ces enfants qui souffrent pour la plupart du temps d'un manque de présence de leurs parents. Et c'est de ça dont ils ont besoin, plus que d'avoir des savoirs qu'on va mettre dans leur tête. Vous voyez, on voit bien l'échec de ce type on considère le cerveau comme une casserole, on met des savoirs comme ça, savoirs d'ailleurs qu'on oublie aussi vite qu'on les a appris parce qu'ils servent à rien. Et surtout, les choses sont pas reliées. Donc, donner de la reliance dans les savoirs, expliquer à vos enfants. Une chose toute simple, hein, vous allez dans une forêt, comme je disais, vous amenez l'enfant à dessiner la nature, vous pouvez lui lire des beaux textes qui sont souvent des hymnes à la nature, même très petits vont l'entendre, et puis après, vous essayez vous-même de lui expliquer ce que c'est un arbre avec ses feuilles vertes. Rien que ça permet aux enfants d'avoir une vraie conscience écologique, et après, à plus long terme, on aura une écologie de la conscience, qui n'est pas la même chose. La conscience écologique, c'est voilà, le fait que nous vivons dans la nature, on doit se relier à elle. Et la conscience écologique, c'est cette conscience qui, au lieu de séparer, morceler, disjoindre, analyser, détailler, territorialiser, relie. Et c'est de ça dont on a besoin pour pouvoir aborder la suite du combat, parce qu'on voit bien que le fait d'avoir une pensée de territorialisation a amené les gens à être, comme on dit en agriculture, en hydroponie hors sol. Ils sont en dehors du concept social actuel. Voilà. Moi, ce que j'essaierais de proposer. Moi, mon petit-fils, je l'ai fait parler, on a regardé. Effectivement, il n'a pas l'obligation de porter un masque, mais le spectre du masque se profile à lui, donc il faut lui expliquer. Voilà. L'enfant, il a ses peurs, ses angoisses, il a ses moyens propres et très efficaces qui s'appellent le psychodrame et les jeux pour en parler. Ben voilà, il faut trouver un petit peu de temps, retrouver du temps pour ses enfants. Voilà. À mon avis, le plus important, c'est limiter le traumatisme, écouter l'enfant plus que lui donner des connaissances. Les connaissances, ça se rattrapera. Surtout qu'on avait déjà parlé du chômage dans d'autres capsules et en tout cas, ça fait un moment que, pour ma part, je trouve qu'on n'a jamais eu autant de chômeurs diplômés
Et c'est comme s'il y avait une pression, en fait, pour beaucoup de parents. Il faut absolument que mon enfant fasse des études à rallonge, sans se poser la question: «Mais qu'est-ce qu'il y a dans ces études et qu'est-ce que ça va lui permettre de faire?» Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent, hein, des jeunes aussi, qui vont il suffit d'aller à l'uni, on a un diplôme, ça nous ouvre les portes. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe. Juste, pour ceux qui ne le savent pas, les fondateurs de Google, donc les 2 fondateurs, ont quand même quitté l'université parce qu'ils croyaient en leur projet, se sont mis dans un garage et de mémoire, un de leurs professeurs d'ailleurs a cru en leur projet, a investi 100 000 pour les suivre, mais au départ ils étaient, voilà, ils ont tout planté comme ça et il y en a combien des success stories de gens qui n'ont Ah bah oui, absolument pas, justement parce que ça leur a permis, comme, vous disiez, de garder leur vision globale, de relier les points et surtout d'anticiper. Donc de garder la raison en fait, hein, c'est vrai, c'est tout lié, la gestion des émotions où on voit les gens, la confiance en complètement soi, l'estime de soi, voilà. Moi, je me souviens d'une anecdote quand à un moment donné, dans un troisième TIC, il y a un enseignant plus intelligent que les autres qui nous a demandé pourquoi vous êtes là. Alors les gens ont dit parce qu'on est les meilleurs, etc. Non, parce que vous n'avez pas le courage de créer votre propre entreprise. Donc voilà, on est au service de quelqu'un qui a le courage, l'estime de soi, qui est voilà la peur de l'échec. Vous voyez, c'est ça aussi l'éducation. Alors après, ça nous amènerait à comprendre l'estime de soi, qui comporte l'image de soi, la confiance en soi, l'amour de soi. Et vous avez des estimes hautes ou basses, stables ou instables. Et donc dans les estimes de soi hautes, instables, bah, on a peur de l'échec. On supporte pas l'injustice, on est animé d'une émotion angoissée, souvent négative. Donc voilà, on n'a pas reçu le meilleur des cadeaux. Vous voyez, le premier héritage que reçoit quelqu'un qui vit dans un milieu aisé, c'est la confiance en soi. Il n'a jamais eu de problème d'argent dans sa famille, il n'a pas été confronté à ça, donc il voit pas pourquoi il aurait un problème d'argent. On lui apprend que bah, la vie, c'est essayer, puis si ça marche pas, c'est pas grave, on recommence. Vous avez des gens, quand ils pensent à leur projet, ils pensent en bonsaï, c'est un petit arbre. Et, vous avez des gens, ils pensent en séquoia. Donc voilà, c'est tout ça qui est important. Votre enfant, il y a le savoir que vous allez lui donner, et puis il y a tout ce qui est estime de soi, confiance en soi, etc., qui fera de lui soit quelqu'un qui osera et comme toute vie, bah, il aura des échecs. Vous savez, ça, c'est typiquement français. Un bon CV dans les pays anglo-saxons, c'est un CV où on met ses échecs. En France, non, vous envoyez sur le papier, vous avez tout réussi. Et généralement, si vous postulez pour un boulot d'une entreprise américaine ou anglo-saxonne, on vous écarte parce que vous n'avez pas tenu compte de la nécessité d'avoir des échecs, puisqu'il n'y a pas d'échecs, il n'y a que des retours, des feedbacks. Donc un échec, c'est la promesse de faire mieux la prochaine fois. C'est une vraie information. En France, non, on a un CV où on a mis que les réussites. Bah, évidemment, il y a des échecs. Tous les grands industriels ont commencé par des échecs avant de réussir. Et vous avez raison, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas fini leurs études, ce qui est le cas de Bill Gates. Hein. Il n'a pas fini ses études parce que il avait compris, avec une vision plus globale, euh, que son entreprise pouvait fonctionner. Vous voyez, par exemple, Steve Jobs en France, typiquement, on a l'enfer des grandes écoles. À une époque, il y avait quelqu'un de remarquable, il s'appelle Bruno Lussato. Il était professeur au CNAM, il enseignait la systémie, la science des systèmes. Il avait compris que l'ordinateur, il n'allait pas, comme le pensait IBM, rester dans le domaine de la recherche ou dans le domaine militaire, il allait investir les foyers. Et donc, en France, il a été barré avec des gens dont, comme Alain Minc, Pierre Nora, mais non, ça ne marchera pas, l'informatique, non, non. Et donc, il a fini par trouver accueil à l'extérieur. Finalement, Steve Jobs, son génie, c'est pas un génie informatique, il a compris qu'il fallait un design pour qu'un objet, comme l'ordinateur, rentre dans les foyers. Moi, j'ai connu l'exemple, l'époque du Circé où c'était horrible, c'était des objets qui n'avaient aucun design, des bêtes à calcul. Bah, évidemment, ce n'était pas possible qu'un tel objet rentre dans les foyers. Donc, c'est ça qu'il a compris. Vous voyez, ce petit chose qui a fait que sa formation de design, il a compris qu'on allait rentrer dans l'ère de l'information et le reste a fait la suite. Et surtout, il avait confiance en lui. C'est peut-être le plus important à donner à vos enfants, c'est la confiance en soi. Vous voyez, là, quand on sort avec un masque, on n'a pas confiance en sa défense immunitaire. On est un petit être fragile qui va être soumis au moindre petit virus dans un coin de rue que vous allez rencontrer.
Oui et puis aussi, on a l'impression que le risque, a complètement déserté nos vies, hein. Vous parliez aussi surtout de l'importance de se positionner dans les temps de crise, hein, enfin la nécessité absolue, hein, pour notre, écologie mentale, enfin je l'appelle comme ça Oui, bah, et tu as là, c'est vrai que se positionner, on peut pas le faire si on n'accepte pas de prendre le risque de se faire dégager du groupe, donc peut-être aussi travailler cette, sur ça, c sur c'est le ça, rejet, hein? le rejet, Oui, l'exclusion, vous voyez, parce qu'on a tous un besoin d'appartenance à un groupe. Ça fait partie de la pyramide des besoins de Maslow. Un besoin d'amour et d'appartenance, de lien social, quoi. Et donc, quand on est pointé du doigt comme étant atypique, comme étant un complotiste, bah, on perd cette appartenance. Et il y a des gens, bah, ils devraient travailler sur la souffrance d'être rejetés. Alors, on a tous des rejets dans sa famille avec des gens qui sont pas d'accord avec nous, etc. Alors, être rejeté, bah, c'est une chose, mais mal vivre le rejet en est une autre. Donc, tout est opportunité à travailler. oui. Ce que disait Léonard Boff, j'avais déjà évoqué sa citation, il disait quelle que soit la crise, qu'elle soit corporelle, physique ou morale, ou intérieure ou religieuse, l'individu en sort vivifié, libérant toute une série de forces pour une vie plus vigoureuse et pleine d'un sens retrouvé. Donc c'est l'opportunité de faire du coaching, de l'auto-coaching, parce que on est pointé sur toutes nos peurs. La peur de manquer, la peur d'être rejeté, la peur d'avoir la possibilité d'être libre, car c'est une véritable peur pour certaines personnes, c'est-à-dire devoir prendre son destin en main, être adulte et responsable. Vous voyez, c'est une véritable peur. Alors, dans les frères Karamazov, je crois, Dostoïevski raconte où le Christ revient sur Terre. Évidemment, tous les inquisiteurs sont inquiets, quoi. Et puis, il y a un grand inquisiteur qui finit par avoir un entretien avec le Christ et lui dit, alors, tu vois, ta religion, regarde ce qu'on en a fait. On a fait l'inverse de ce que tu avais prôné, tout simplement parce que tu n'as pas compris une chose. Les gens, ils ont besoin d'être enchaînés. Ils ont peur de leur propre liberté. Alors, on a fait des dogmes. Et si tu avais fait ce qu'on a fait, bah, ta religion, tu aurais pu la porter aussi loin que nous l'avons portée. Donc voilà, il y a une peur aussi de la liberté. C'est tout ça qui se passe en nous et qu'on n'a pas l'habitude d'aller fouiller parce que la vie est trépidante, on avance, etc. Et aussi, ça terminait ma conférence, c'est la fameuse phrase de Jean-Paul Sartre, on n'a jamais été aussi libre que sous l'occupation, on n'a été jamais aussi libre que sous la pandémie, puisqu'on doit choisir où se positionner, être complétiste, être en accord avec le gouvernement, être en interrogation, comme à une époque, pendant la Seconde Guerre mondiale, on était résistant, collaborateur, passif, actif, ou tout simplement neutre, on voulait rien voir, mais on devait se positionner. Et donc, c'est le positionnement qui est le plus difficile pour certaines personnes, pas pour toutes. Et c'est tout ça qui nous est proposé. C'est une forme de psychanalyse sociétale qui nous est offert grâce à cette pandémie. Ça permet de voir la pandémie sous un autre regard. Parce que plutôt qu'y voir un moins, vous allez y voir un plus. Chouette, je vais pouvoir descendre au fond de moi et aller vérifier ce que j'ai au fond de moi, ce que j'avais jamais vu. Et sorti de ça, bah, je pourrais rebondir plus vigoureux, plus vivifié, pour aborder ce fameux nouveau monde que tout le monde voudrait voir apparaître. Mais si on n'a pas changé, on retombera. Vous voyez, l'échec des révolutions, ça vient souvent qu'on a changé les structures extérieures avant d'avoir changé les structures intérieures. L'ex-URSS à la révolution de 17, beaucoup de gens étaient restés en enfin, en Russie avant que ça devienne l'URSS comme des moudjiks. Donc, vous voyez, à un moment donné, c'est pas, comme on dit en mathématiques, commutatif. Il faut d'abord avoir un travail sur soi pour permettre à des changements extérieurs de pouvoir amener la société dans une direction de libération. Sinon, on recommencera la même chose qu'on a fait après les révolutions, que ce soit celle de Mao Tse-tung, on voit ce que ça a donné, ou celle de l'ex-URSS ou la Révolution française. Bien, écoutez, Philippe, je pense qu'on a fait le tour, de cet, 7e épisode, sur les 10. Les amis, je vous encourage à nous écrire à prod@emmacruzy.com si vous avez envie de nous proposer des demandes de contenu pour les jeunes, puisque c'est un projet que Mmh. nous avons, pour les ados, pour les un peu plus jeunes aussi. Vous avez des thèmes que vous souhaitez que nous développions, eh bien, il suffit de nous écrire. On commence déjà avec, quelques jeunes, et on a besoin
de vos feedbacks, de vos propositions pour pouvoir mieux orienter nos vidéos, parce que les thèmes, comme vous avez compris, sont tellement vastes qu'on a besoin de savoir déjà en quoi on peut être utile. En tout cas, merci beaucoup Philippe pour cette nouvelle capsule. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à ajouter sur ce thème-là ou on a fait le tour? Oh, il y aura encore des choses à ajouter, mais je pense que ce qui est important, c'est qu'il faut... on voit bien que ce soit les lycées, les collèges, les maternelles ou l'université, ils sont arrivés à bout de souffle. Ils ne passionnent plus les jeunes générations, ils s'ennuient. Vous voyez ce que je veux dire? Et ces enseignements sont des enseignements de formatage. Il serait bon de créer ce qu'on pourrait appeler l'équivalent du Collège de France digital et laisser la parole aux jeunes générations. Vous voyez, à un moment donné, ils ont des choses à dire et c'est eux, il devrait y avoir des communautés, vous voyez, les aider à s'exprimer et puis à entraîner avec eux d'autres jeunes. Il n'y a rien de mieux qu'un jeune pour parler à un jeune. Si vous avez 60 ans, c'est pas crédible. Vous voyez, c'est comme ça que Facebook s'est créé. Je ne pense pas que ça soit Zuckerberg à l'origine de Facebook, mais il fallait un jeune qui arrive à toucher les jeunes, qui ensuite ont touché les parents, puis les grands-parents, et comme ça, on a un réseau social qui a été muselé. Donc il fallait un jeune. Si ça avait été quelqu'un qui avait 50 ans, ça n'aurait pas marché. Parce que comment s'identifier quand on a 16 ans ou 12 ans à quelqu'un qui a 55? Ça va pas. Donc voilà, il y a plein de choses à faire, on pourrait multiplier. Il y a tout à faire, c'est simple. C'est une tabula rasa. Je terminerai par la jolie phrase de Descartes qui disait « Pour atteindre la vérité, il faut au moins une fois dans sa vie se défaire de toutes les opinions que l'on a reçues et reconstruire à nouveau et dès le fondement tout le système de ses connaissances. » Et c'est exactement ce qui nous est proposé. Faire ce qu'il appelait une tabula rasa, c'est-à-dire que ce soit en pédagogie, dans la science, dans la diffusion, dans la façon d'enseigner aux jeunes générations, dans la façon de recruter les enseignants, dans la façon de traiter l'information. Il y a tout à refaire. Donc, voilà, on est dans un carrefour, ou bien c'est le grand réveil et plein d'initiatives se déploient, il y a plein de trésors de créativité et d'imagination qui pourraient se dresser. Ou bien alors on choisit la nuit sombre, vous voyez, comme le Moyen-Âge pendant 1000 ans, c'est l'Inquisition, c'est la pensée unique, c'est la scolastique, Bill Gates Dixit, OMS Dixit, etc. Voilà, les 10 commandements du Grand Reset. Même Klaus Schwab, il a 85 ans, c'est pas crédible. Comment un vieillard de 85 ans peut oser proposer un monde à venir? Il n'est pas crédible, il est plus proche de la fin que du renouveau, c'est clair. Justement, c'est peut-être parce qu'il arrive au bout qu'il ose tout et qu'il n'a plus rien à perdre. En tout Bien, cas. ça me rappelle une phrase de Michel Audiard, les cons, ça ose tout, c'est précisément à ça qu'on les reconnaît. Ça doit être ça, quoi. Okay. Bon, merci beaucoup Philippe pour cette fin de capsule en bonne humeur comme d'habitude. Alors les jeunes, vous avez bien compris, écrivez-nous prod@emmacrudy.com pour nous faire part du programme que vous voulez développer. On est là et on sera là avec vous tout au long de la suite des événements. Philippe et moi sommes optimistes, en tout cas possibilistes comme vous dites. Et puis on se rejoint très prochainement. Pensez à télécharger cette vidéo, à la reposter, que ce soit viral. Enfin, des contenus aussi où on s'occupe de ce qui se passe dedans et de tout cet espace intérieur. Voilà, on va se laisser là. Merci beaucoup, oui. Philippe. Et puis, à très bientôt, les amis. Bonne journée à tous nos auditeurs. Allez, au revoir.